Madame la ministre, mesdames les parlementaires, Agnès Firmin-Le Annie Vidal, Charles Lecoq, qui va bientôt nous rejoindre, Madame la présidente de la CNSA, Marianne Dumonchamp, Madame la directrice générale de la CNSA, Monsieur le président du Haut Conseil de l'âge, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes fédérations, mais j'y reviendrai, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers congressistes. Merci, Madame la Ministre, d'abord d'être venue aujourd'hui. Vous étiez en décembre présente lors du 20e anniversaire du mensuel des maisons de retraite. Et vous voilà à nouveau dans cette salle. Vous voyez que c'est un véritable succès, ces assises nationales. Nous le devons d'abord à nos partenaires, que je veux saluer ici, Géronto-News et H-Village, mais nous le devons aussi au soutien de la quasi-totalité des fédérations et associations du secteur qui ont accepté, il y a 3 ans maintenant, de parrainer ces assises, qui ont la particularité d'être un rendez-vous où vous avez à la fois des responsables d'établissements publics, associatifs et commerciaux. Merci donc à Zéna Abrié, nouvelle déléguée générale de la FHF, d'être présente, à Benoît Calmels, de l'Union nationale des CCAS, à Florence Arnez-Momé, déléguée générale du CINERPA, à Julien Moreau, de la FEAP, à Didier Sapie, de la FNACPA, à Jérôme Voiturier de l'UNIOPS, qui ne peut pas être avec nous, mais qui était là hier, et puis avec un salut tout particulier au président de la FNADEPA, Claudie Jarry, qui vient de nous annoncer qu'après 15 ans de mandat, il remet sa fonction de président après avoir fait, tout le monde le sait, beaucoup de travail dans ce secteur. Vous voilà parmi nous, Madame la Ministre, à un moment où jamais les EHPAD n'ont été à ce point au cœur du débat politico-médiatique. Vous l'avez constaté en arrivant. On peut parfois s'en désoler, parce que nous sommes nombreux à en avoir assez de ces critiques permanentes. Stop à l'EHPAD bashing, titré le mensuel en novembre dernier. Car, disons-le franchement, il y en a assez de ces articles qui se multiplient pour donner une vision chaque fois plus apocalyptique de l'image des EHPAD. Assez de ce sensationnalisme qui est parfois là pour choquer, pour accuser, plutôt que pour expliquer et rassurer. Assez de ces soi-disant enquêtes qui privilégient les témoignages anonymes, tous plus horribles les uns que les autres, jusqu'à ce récent reportage de Paris Match qui a atteint son point Godwin en parlant de génocide silencieux. Mon ami Jérôme Guedj, qui est présent ici, a l'habitude d'évoquer ces hussards de l'aide aux personnes âgées, ces invisibles de la solidarité, ces 360 000 salariés en EHPAD, auxquels la société renvoie désormais chaque jour une image de plus en plus déplorable, comme si ça n'était pas suffisamment compliqué comme ça de faire un boulot difficile, mal payé. Il faut en plus qu'on explique partout dans les médias que nous ne sommes pas des maltraitants. Les professionnels, qu'ils soient ici ou ailleurs, assument une mission hardie, mais indispensable, celle de prendre en charge chaque jour plus de 740 000 personnes âgées en établissement. Les professionnels sont en droit d'attendre qu'on salue leur travail, leur héroïsme, leur dévouement. Ces professionnels, directeurs compris, méritent la gratitude plutôt que des insultes. Ils méritent notre solidarité plutôt que ces attaques devenues systématiques. Pas question pour autant de nier les problèmes, et ils sont nombreux. Et disons-le, Madame la Ministre, les protestations en cours ont eu au moins un avantage, celui d'imposer la question du vieillissement dans l'agenda politique du gouvernement. Raison de plus pour scinder le débat entre les urgences du moment et la préparation de l'avenir. Car sans cette distinction, on ne comprend plus rien au débat. Quand le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. En réalité, il faut regarder et la lune et le doigt. Le court terme, c'est la gestion de cette réforme tarifaire dont nous avons longuement parlé ce matin, d'ailleurs dans un débat absolument passionnant et de haute tenue. D'un côté, des organisations syndicales contestent une réforme en cours. C'est leur droit, elles ont le droit de le faire. Elles ne peuvent pas dire en revanche que cette réforme est rejetée par tout le monde quand elle est au contraire approuvée par une majorité d'établissements qu'ils savent bien que 80% d'entre eux y gagneront des moyens supplémentaires. Hier, les 500 directeurs présents aussi aujourd'hui dans les ateliers, ils n'étaient pas là pour demander l'arrêt des réformes, mais pour savoir comment les appliquer au mieux. Cette réforme, elle est déjà en cours d'application partout en France. Des CEPOM se signent, des milliers de budgets dits EPRD ont été déposés en juin dernier.
Plus aucun directeur ne pense sérieusement qu'un retour en arrière soit possible. Mais cette réforme, on le sait, pose un certain nombre de problèmes à certains établissements. Et nous l'avons là encore, en toute transparence, dit ce matin. Vous avez décidé, avec l'intervention de Pierre Ricordeau, ici parmi nous, de traiter spécifiquement la question des EHPAD, notamment publics, car au fond, personne ne peut aujourd'hui comprendre qu'on qualifie de surdotés des établissements qui ont juste la caractéristique d'être un peu moins mal dotés que les plus mal dotés. Il faut donc avancer. Disons que parfois vous n'êtes pas toujours aidé. Il n'est pas facile d'être pragmatique quand la revendication, c'est une revendication à 8 milliards d'euros, un ratio 1 pour 1. Il n'est pas non plus facile d'avoir une parlementaire censée être membre de la majorité qui convoque demain la presse pour expliquer que la grille Agir c'est nul, que la réforme doit être suspendue et que les ratios personnels sont insuffisants. Avec de tels soutiens, pas besoin d'opposants. Mais l'ambiance qui règne ici depuis 2 jours est toute différente. Elle illustre d'abord et avant tout la volonté réformatrice d'un secteur qui veut que ça bouge, qui veut que ça avance. Ce quinquennat doit dès lors être celui qui permet le changement de braquet, celui qui met en tension la société française tout entière pour qu'elle s'adapte au vieillissement. Sortons peut-être rapidement maintenant des polémiques immédiates et posons tous ensemble ce que nous avons fait pendant 2 jours, les enjeux des 10 prochaines années. Tel est, au fond, le sens de ces assises. Pendant 2 jours, vous avez ici des professionnels qui se demandent comment améliorer la prise en charge au quotidien des personnes âgées, qui s'interrogent sur l'EHPAD de demain. Nous avons parlé EHPAD à domicile, nous avons parlé EHPAD numérique, et nous évoquerons en fin d'après-midi avec Luc Ferry les impacts incroyables de la révolution technologique sur le vieillissement. Nous avons parlé évaluation de la qualité, EPRD, coordination, médecin coordinateur, infirmière coordinatrice, burn-out. Nous avons parlé de l'exportation du modèle français ailleurs dans le monde. Nous avons parlé de sexe aussi. Oui, de sexe en EHPAD. La vie, quoi. Nous avons parlé de mort, celle qui, au fond, nous angoisse tous tellement que nous peinons à porter un regard positif sur cette grande vieillesse, tous. Mais nous avons aussi parlé de burn-out, car c'est une réalité pour de nombreux salariés. De salariés avec un E, d'ailleurs. Parce que la vieillesse est d'abord et avant tout une affaire de femmes. 80% de résidenteux, 92% d'aides-soignanteux, 65% des dentes familiales et 100% des ministres depuis 10 ans. Car oui, Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, vous êtes aujourd'hui la ministre des EHPAD. Vous êtes la ministre des personnes âgées. Vous êtes la ministre de l'adaptation de la société au vieillissement. Vous êtes la ministre de la silver economy. Vous êtes la ministre de la transition démographique. Certains se sont plaints qu'il n'y ait pas de secrétaire d'État dédié. Moi, je pense au contraire, nous l'avons écrit, que nous avons besoin de l'autorité d'une ministre. Vous êtes, qui plus est aujourd'hui, une ministre en vue, plutôt appréciée, qui a la confiance du Premier ministre et la proximité du Président de la République. Donc vous êtes une ministre qui compte, et nous avons besoin d'une ministre qui compte. Ce poids politique que vous avez acquis au cours des derniers mois, au service de cette belle et noble cause qu'est l'accompagnement de nos aînés. Ce que vous demandent les professionnels ici, ce n'est pas seulement des milliards supplémentaires. Si vous les avez, c'est bienvenu, mais ce n'est pas ça, aujourd'hui, l'exigence immédiate. C'est d'être leur ministre, de porter leur sujet. L'empathie naturelle de celle qui a fréquenté les couloirs des hôpitaux pendant 25 ans fait de vous la ministre dont ce secteur a besoin. C'est dans ce contexte compliqué, mais en même temps prometteur, que je suis content de vous donner cette tribune pour parler aux professionnels. Merci, Madame. Mesdames et messieurs, les directeurs de fédérations, d'établissements, mesdames les députés, mesdames et messieurs, chère Marie-Anne Monchamp, chère Anne Burstin, cher Bertrand Fragonard, cher Luc Broussy. Je suis particulièrement heureuse d'intervenir dans cette édition 2018 des Assises des EHPAD et de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur Luc Broussy, de m'avoir permis d'intervenir à un moment particulièrement important pour le secteur, même si ces assises sont à vrai dire programmées depuis longtemps. Disons donc qu'il y a des hasards heureux et des occasions à saisir. Je voudrais d'abord dire aux professionnels de ce secteur combien ils jouent un rôle important dans notre système social. Depuis que je suis arrivée dans ce ministère, j'ai visité beaucoup d'EHPAD, presque
un par semaine. Et je suis frappée à la fois par l'engagement des personnels, on s'arrête souvent à cela, mais aussi et surtout par le professionnalisme de ce secteur qui a énormément évolué au cours des 30 dernières années. Il a fait face à une transformation profonde de ses missions, marquée notamment par la prise en charge de personnes de plus en plus âgées et de plus en plus dépendantes. C'est aussi un secteur dans lequel j'ai vu beaucoup d'innovations, d'initiatives. Nous savons tous que notre modèle d'EHPAD est à un carrefour, qu'il devra évoluer, se réinventer. Il va pouvoir le faire grâce à l'esprit d'avenir qui marque ce secteur, et je veux profiter de ces assises pour vous saluer, pour vous le dire à vous et aux personnes, aux salariés que vous représentez ici. Pour préparer mon intervention, j'ai eu la curiosité de regarder le programme des assises de l'année dernière. Elles ont eu lieu fin mars 2017, un moment historique aussi. À l'ordre du jour figuraient notamment les questions suivantes. Conditions de travail en EHPAD, un ras-le-bol des personnels, vers une déshabilitation partielle à l'aide sociale, nouvelles règles budgétaires, progrès ou arnaque. C'est dire que le sujet du vieillissement et les questions qui se posent à nous aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Elles nécessitent de prendre un peu de recul. J'hérite, vous le savez, d'une situation complexe et je pense qu'ensemble, il nous faudra du temps pour trouver des solutions aux difficultés qui sont devant nous. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que certaines impatiences ne soient pas légitimes, et j'y reviendrai. Lorsque je parle de difficultés, je pense d'abord, bien sûr, à la réforme de la tarification. C'est le premier point que je souhaite aborder, mais le deuxième point, ce sera la stratégie globale que je souhaite porter, et enfin la question des personnels. La réforme de la tarification, donc, c'est évidemment un sujet de préoccupation. Comme vous le savez déjà, j'ai nommé un médiateur, M. Pierre Ricordeau, pour examiner précisément la situation en lien avec les fédérations, avec les agences régionales de santé, les conseils départementaux, les établissements et leurs salariés. Il me fait régulièrement un état des lieux de sa mission qui comprend de très nombreuses visites de terrain. La réforme elle-même, difficile à appréhender, comporte plusieurs volets dont certains sont complètement absents des débats. Je souhaite les rappeler ici. Il s'agit d'un nouveau cadre budgétaire qui donne de la souplesse aux établissements dans l'affectation des résultats. Il s'agit d'une tarification à la ressource dans un cadre pluriannuel et en fonction des besoins, plutôt qu'une négociation purement comptable chaque année qui ne permettait pas de construire des projets. Ces apports ne sont pas contestés et doivent être préservés. Il y a ensuite le volet de réforme qui concerne le forfait soins, celui payé par l'assurance maladie via la CNSA et les ARS. Lui non plus n'est pas contesté, et pour cause. 85% des EHPAD y gagnent des moyens supplémentaires tous les ans sur 7 ans, dans le cadre de l'ONDAM. Mais le point dont je comprends qu'il focalise les critiques est celui de la convergence des tarifs dépendance autour d'une moyenne départementale. C'est principalement sur ce dernier élément de la réforme que les difficultés sont apparues lors de la mise en œuvre effective pendant l'année 2017. Le gouvernement précédent n'avait pas pu faire une étude d'impact financier préalable sur cette partie de la réforme. C'est sans doute cela qui nous a manqué. Comme je l'ai déjà dit devant la Commission des affaires sociales du Sénat la semaine dernière, si nous avons pu avoir il y a quelques mois une première estimation des impacts macroéconomiques de cette réforme, l'impact établissement par établissement a été mal appréhendé. Les premiers retours de M. Ricordeau montrent que lorsque l'on se situe au niveau des établissements, les impacts sont significativement plus importants que lorsque l'on regarde les effets par grande masse ou par catégorie d'établissements. Il faut le reconnaître. Ainsi, même si très peu d'établissements perdent des recettes à la fois au titre du soin et de la dépendance, le nombre d'établissements qui sortent avec une recette globalement réduite sur 7 ans est significatif, environ 20 à 25%, avec bien sûr des niveaux de perte tout à fait variables, parfois très faibles, mais parfois plus significatifs. En effet, les améliorations au titre de la convergence soins sont parfois inférieures aux pertes au titre de la convergence dépendance. Je prends acte de ces éléments
et je souhaite trouver des solutions pour sortir de cette situation. Je l'ai toujours dit, mon objectif est d'améliorer les conditions de prise en charge pour les personnes. Pour cela, il faut que nous prenions le temps pour mesurer les conséquences concrètes de la réforme sur les établissements et pour discuter avec les départements et avec les fédérations de certains points de la réforme ou autour de la réforme. Nous ne pouvons le faire si un certain nombre de décisions tarifaires viennent ajouter des difficultés aux difficultés que connaissent déjà certains établissements, notamment ceux des hôpitaux ou des communes. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il me soit proposé à très court terme un mécanisme qui, sans remettre en cause les fondements de la réforme, à tout le moins permette d'en neutraliser les effets négatifs, par exemple en compensant pendant une période qui sera déterminée, 1 an ou 2 ans, les pertes de recettes. C'est un sujet que le médiateur a commencé à travailler avec les fédérations. Je souhaite que nous puissions avoir une discussion sur ce sujet avec les départements, donc avec l'Assemblée des départements de France, dont je sais qu'ils partagent globalement les constats que je viens d'évoquer. Comment gérer les impacts de la réforme lorsqu'ils sont légitimes? Comment les corriger s'ils le sont moins? Comment également mieux prendre en compte la prévention dans le financement des EHPAD? Au-delà de la technique tarifaire sur la dépendance, quelles mesures permettraient d'accompagner la réforme en facilitant l'exercice en EHPAD? Cette pause sur la convergence à la baisse sur la dépendance n'a donc de sens que si nous nous fixons avec les départements et les établissements un programme de travail qui aboutisse rapidement. Là aussi, j'attends que le médiateur me fasse une proposition concertée avec les fédérations. Ce travail pourra conduire, le cas échéant, à des ajustements de la réforme et à une modification du décret, sans pour autant en remettre en cause les fondements. Mais il faudra aller plus loin, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que la question de la tarification épuise notre sujet, nous épuise et tarisse les réflexions que nous devons mener pour conduire ensemble la politique publique de la prise en charge des personnes âgées. Je proposerai au Premier ministre fin mars les grandes orientations d'une stratégie globale. Elle sera nourrie de mes rencontres avec les acteurs du secteur et de mes réflexions depuis mon arrivée dans le ministère. Pour construire une stratégie, je ne pars pas de rien. Il y a déjà des avancées notables au service des personnes âgées dans mon action à la tête de ce ministère. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. La stratégie nationale de santé et le décloisonnement qu'elle permet, le plan d'amélioration de l'accès aux soins et la réflexion sur les modes de financement du système de santé, les réformes en matière de télémédecine, l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale qui permet d'expérimenter des innovations organisationnelles qui concerneront le secteur médico-social, l'accent que je mets depuis mon arrivée sur notre capacité à innover depuis les territoires avec des organisations souples qui permettent de progresser dans la pertinence des pratiques, les annonces en matière de reste à charge zéro sur l'optique, le dentaire et les prothèses auditives. Au-delà de ces éléments, il faudra bien entendu que nous réfléchissions ensemble au sujet suivant: le juste soin en EHPAD et l'organisation interne et territoriale pertinente pour y parvenir, le modèle de prise en charge de demain entre domicile et établissement, sans oublier l'articulation avec la ville et l'hôpital, la prévention de la perte d'autonomie, à domicile bien sûr, mais aussi en établissement, et enfin la question de la fin de vie. Dans l'ensemble de mes réflexions, mon fil rouge sera la qualité au service d'une prise en charge préservant la dignité des personnes. Je l'ai déjà dit et je l'affirme, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de formation, c'est une question de regard. Comme ce qui s'élabore aujourd'hui en matière de handicap, nous devons travailler ensemble à une société inclusive pour les personnes âgées. Mais je ne suis pas pour autant dans le déni sur les moyens, bien sûr. L'État a déjà programmé plus de 400 millions d'euros de dépenses supplémentaires dans le cadre de l'ONDAM pour les seuls effets liés à l'amélioration de la prise en charge des soins. Je sais que le débat se focalise beaucoup autour du taux d'encadrement au sein des EHPAD avec l'objectif d'un ratio d'1 professionnel pour une personne âgée en établissement. Ce ratio n'a aucun fondement théorique ou scientifique et il ne peut être considéré comme une norme. Il n'est pas généralisé au niveau européen, comme je l'entends parfois dire. Il n'a pas de sens sans lien avec le degré de dépendance des personnes et, par exemple,
En USLD ou dans certaines unités accueillant des personnes très dépendantes, il peut déjà monter à 1 pour certaines prises en charge. Il ne faut pas se voiler la face. Ce taux, que personne n'a jamais défini ni financé, la France n'a pas les moyens budgétaires de le garantir. Je préfère le dire en toute franchise, je pense d'ailleurs que nous ne disposerions pas non plus des ressources humaines pour l'atteindre. Mais oui, il faut, dans la mesure du possible, améliorer le taux d'encadrement, en particulier autour de la dépendance et des soins. Il faut donc que nous travaillions ensemble aux voies et moyens de progresser sur l'environnement humain auprès des personnes dépendantes et sur les moyens de rendre cet encadrement le plus efficace possible. En ce qui concerne la qualité des pratiques et la mesure de cette qualité, j'ai chargé la Haute Autorité de Santé de travailler à l'avenir à l'évaluation des pratiques et à la qualité dans le secteur médico-social. J'en attends beaucoup. J'ai également annoncé la réalisation et la diffusion d'enquêtes de satisfaction au sein des EHPAD et dans les services d'aide à domicile, car c'est un puissant levier de transformation et nous le savons bien. Enfin, je n'oublie pas les personnels. C'est même un de mes sujets majeurs de préoccupation. Je ne suis pas sourde à ce que j'ai entendu depuis ma prise de fonction. Il est beaucoup question de souffrance. Il existe un véritable enjeu de ressources humaines au sein des professions intervenant auprès des personnes âgées, en particulier les professions paramédicales et médico-sociales. C'est sans doute ici que l'impatience est la plus forte. Nous devons collectivement y répondre. La question recouvre des enjeux statutaires classiques et des problématiques d'effectifs, bien évidemment, et ceux-ci ne sont pas à négliger, mais aussi et peut-être, surtout, des enjeux de valorisation des métiers, d'attractivité, de formation et de parcours de carrière. Il s'agit d'accompagner tout au long de la vie des personnes, la plupart du temps des femmes, vous l'avez dit, Monsieur Broussy, dont les conditions de travail sont difficiles et éprouvantes sur le long terme, côtoyer quotidiennement la vieillesse, la dépendance et la mort. La Commission sur la qualité de vie au travail en EHPAD rendra ses conclusions à la mi-avril et ces propositions seront mises en œuvre et financées par les ARS et la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale. Les employeurs et les organismes de formation devront aussi faire plus d'efforts pour mieux former les salariés et prévenir l'usure professionnelle. Un véritable plan métier et de compétences sera à construire en lien avec le ministère du Travail, les employeurs du secteur, fédérations, associations, entreprises, branches, et avec les organismes de formation du secteur privé et du secteur public. Je souhaite à cet égard relancer les travaux d'actualisation des référentiels d'activité, de compétences et de formation des aides-soignantes. Et je souhaite aussi tirer toutes les conséquences des besoins de qualification des personnels exerçant d'ores et déjà dans les EHPAD. C'est d'autant plus nécessaire que le secteur des personnes âgées est un secteur d'avenir en matière de création d'emplois, mais connaît aujourd'hui des difficultés de recrutement déjà sensibles, en particulier pour les aides-soignantes, qui pourront se révéler problématiques compte tenu de l'augmentation des besoins à couvrir dans les années qui viennent. Vous le voyez, nos chantiers sont vastes et ils sont lourds. La question des moyens, bien évidemment, se posera. Le mouvement de grève du 15 mars le rappelle et je recevrai les représentants de l'intersyndicale qui m'ont demandé une audience. Mais encore une fois, la question des moyens se pose notamment parce que la vieillesse a de l'avenir devant elle. Nos choix d'aujourd'hui conditionneront les prises en charge de demain avec des besoins, mais aussi des attentes en hausse. J'en suis consciente. Je sais aussi que nous devrons concilier ces attentes avec celles dont j'ai aussi la charge, relatives à l'enfance et à la jeunesse, et bien sûr avec la nécessaire maîtrise de nos finances publiques. Mais il s'agit d'un formidable chantier dont je suis heureuse d'avoir la responsabilité et d'avoir l'occasion de travailler avec l'ensemble du secteur pour relever le défi de demain. Je vous remercie.